Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur coderevision.fr, la web TV autour du Coderizy. Nous sommes ici pour la rencontre internationale, ici à Caudry, au Val de Rio, avec une démonstration de Crash dans quelques instants, ici. Alors je vous rappelle que c'est toute la journée. Excusez-moi. Je vais juste. Ouais, merci. Voilà, dans quelques instants, donc ça va commencer. Retrouvez-nous en simultané sur YouTube et Facebook. Et après, on vous fera découvrir à l'intérieur du Val de Rio. Voilà le temps que tout se mette en place. La rencontre de la sécurité intérieure ici à Caudry. Demandez votre complète attention, car nous allons vous inviter à écouter une histoire. Une histoire de la vie. Comme des centaines autour de vous, l'histoire d'Hélène et de Julien. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Julien. Julien est âgé de 18 ans. Il vit chez ses parents dans le quartier Cendrillon à Cambrai, à 2 pas de la boulangerie-pâtisserie. Il est fou de joie car il a obtenu son permis de conduire mercredi, le 28 septembre 2022. Une date qu'il va graver dans sa mémoire. Du coup, pour fêter l'événement, il décide d'organiser une soirée, et ce, dès samedi, le 1er octobre, chez son copain Jess qui habite un appartement sur l'île pour ses études, pas loin du boulevard Victor Hugo. Bah oui, ça se fête le permis. Ce samedi, fier de lui, les parents de Julien lui laissent prendre la voiture, et tellement impatient, il arrive tôt sur l'île pour sa soirée. Il est 17h. Il retrouve Jess et un pote.
Les deux le félicitent pour son permis et lui offrent un verre de whisky accompagné d'un petit joint de cannabis et d'un petit deuxième juste derrière pour fêter ça. Tout le monde est content, mais c'était la fin de la bouteille et il n'est que 19 h. Il est encore temps d'aller au supermarché pour acheter des chips, du coca, des bières, et s'il la trouve, la même bouteille de whisky que Jess pour continuer à faire la fête. Julien s'en occupe, pas de souci, il est en voiture, ça va pas lui prendre trop de temps pour faire l'aller-retour. Il descend de l'appartement avec en poche l'argent des copains. Il monte dans la voiture, connecte en Bluetooth l'autoradio avec son téléphone portable pour la musique, allume le moteur, bouge sa ceinture de sécurité et il s'élance. Et voici Hélène. Hélène est une jeune infirmière âgée de 27 ans. Elle habite dans un appartement du quartier Vauban à Lille qu'elle loue avec son petit ami Hassan avec lequel elles font plein de projets. D'ailleurs, Hélène est traversée par beaucoup d'émotions en ce moment parce que depuis peu, elle est enceinte de 2 mois pour être précis, mais Hassan ne le sait pas encore et elle cherche un moyen original de lui annoncer. Hélène se déplace en scooter sur l'île. Elle en fait depuis qu'elle a 16 ans, c'est pratique, ça pollue moins qu'une voiture et après une journée de travail, un samedi qui plus est, elle souhaite juste rentrer vite chez elle, retrouver son chéri qui lui a préparé un petit repas surprise. La jeune femme attache son casque, ajuste son sac à dos et ses gants de protection et monte sur son scooter. Elle donne un tour de clé de contact et démarre prudemment, laissant derrière elle une fumée blanche, et elle s'engage sur le boulevard de Belfort au niveau de l'arrêt de métro Porte de Valenciennes. Elle roule en direction de l'arrêt de métro Porte de Douai. Le feu est vert et la circulation fluide. Au même moment, Julien, dans sa voiture, emprunte la rue de Douai et se dirige vers Ronchin. Depuis qu'il a démarré, il ne s'en rend pas compte. Sa vision se trouble et son champ visuel rétrécit. Les lumières des feux des voitures, les enseignes des magasins deviennent gênantes. Ses facultés visuelles et auditives sont diminuées. Il n'aime pas la musique qui passe et il décide d'en changer depuis son téléphone portable et d'augmenter le volume de la musique. Malheureusement, dans ce laps de temps, Julien ne voit pas que le feu est déjà passé au rouge et il continue de rouler. C'est à ce moment que nos deux amis se rencontrent. Percute Hélène sur son scooter. Hélène n'a pas le temps de se rendre compte de la situation. Elle passe au-dessus du capot de la voiture et sa tête va heurter violemment le pare-brise. Le deux roues, quant à lui, va s'éclater en 1000 morceaux sur le sol. La voiture, elle, traverse la route malgré la pression sur la pédale de frein et va terminer sa course en heurtant la façade d'une habitation quelques mètres plus loin. Hélène retombe brutalement sur le bitume où sa tête va frapper le sol. Le temps est comme suspendu. Hélène, toujours au sol, est inconsciente. Et Julien, dans sa voiture, bouleversé, avec une douleur lancinante à la tête, tarde à reprendre ses esprits. Prévenus par des riverains, les pompiers arrivent sur les lieux de l'accident une petite dizaine de minutes après la réception du premier appel. Les gyrophares de l'ambulance tournent à plein régime et la sirène hurle pour dégager le passage des secours qui ont rapidement décidé d'emmener Hélène au CHU de Lille, car son pronostic vital semble engagé. Malgré les efforts des médecins, les blessures sont trop importantes. Hélène et son enfant décéderont quelques minutes après leur enlevée aux urgences. Vous avez pu assister au choc suite à un accident de la circulation. Donc différents facteurs qui ont été mis en cause, qui auraient pu être évités. Notamment le mélange alcool stupéfiant, très gros fléau, qui représente une des premières causes de mortalité sur les routes. Je vous rappelle que vous, en tant que futur jeune conducteur, c'est 0 verre d'alcool en tant que jeune permis. Il faut savoir que l'alcool, ça diminue en moyenne de 0,6 mg par litre par heure. D'accord? Le taux d'alcool va monter très rapidement, mais va se dissoudre très lentement. Donc pour ça, vous avez une soirée, prévoyez un Sam. On dit toujours, c'est sur l'actualité, celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. Les stupéfiants, ça multiplie par 2 le risque d'avoir un accident mortel. Ah pardon. Et en plus du cannabis, et de multiplier par 20 le mélange alcool
digne du Covid pour vous expliquer la mise en place des secours. Alors n'hésitez pas à venir voir cet événement ici au Val de Rio. Et cet après-midi, il y aura encore une démonstration aussi.
Alors là, il procède au calage du véhicule avant de désincarcérer. Des images d'Antoine Grière qui vous fait découvrir ses vêtements ici, je vous rappelle, au Val de Rio.
Voilà, ils m'ont emmené la personne qui était sur le scooter. Attention pour lever. Levez. Avancez le brancard. Halte au brancard. Posez. Concrètement, sur les victimes qui est dans la voiture, on n'a pas assez de place pour pouvoir sortir normalement. Donc on va devoir couper. Là, en l'occurrence, on va carrément enlever la porte. Tu vas arriver à lever? Allez, on se rendra sur le... On va toujours notre victime qui est dans la voiture. Pourquoi on la pousse? Tout simplement pour éviter toutes les projections de véhicules qu'il pourrait avoir. Une vitre qui éclate, c'est pas tout ça. C'est un accident qui peut arriver à tout moment. Je vous rappelle que vous pouvez venir voir ici au Val de Rio, à Caudry. Et c'est aujourd'hui, c'est cet après-midi aussi. Ça nous a plus loin, ça nous fait largement la place avec une porte enlevée. Et si à l'occasion, on enlèvera le frein une décapotable.
mettez-vous parmi les médecins. Ça sera un circulaire, donc il faut procéder sur l'évacuation. Alors là, il se passe quoi justement ici au Val de Rio à Caudry? Donc aujourd'hui on est là, c'est pour faire une démonstration sur une désincarcération, un accident VL avec un scooter. Donc on a pu voir que le scooter a été vu par les élèves en train de voler à une dizaine de mètres du véhicule sur un accident à 50 km/h. Et donc on a procédé à l'évacuation du motard. Et là maintenant on s'occupe de la victime afin de pouvoir l'hospitaliser dans les plus brefs délais. C'est souvent que vous faites ce type d'intervention justement? C'est assez quotidien malheureusement, oui. Alors il y a la vitesse, et comme on a dit tout à l'heure, il y a l'alcool, la drogue. Vous, ça vous fait quoi quand vous voyez des jeunes comme ça justement blessés pour un accident? Nous on ne prend pas parti, hein. Nous on fait ce qu'on a à faire dans la désincarcération et le secourisme. Après c'est plus du niveau de gendarmerie. Après c'est sûr que c'est malheureux, quoi. Vous avez combien d'interventions à peu près ici au CS Caudry? Caudry actuellement c'est 3500 interventions par an. Si on veut venir pompier, on fait comment justement? Il faut se rapprocher donc du centre de secours. Il faut avoir au minimum 16 ans. Après il y a un processus de formation qui se met en place, et à l'issue on deviendra sapeur-pompier volontaire dans un premier temps, et pour ceux qui le souhaitent, passer le concours et éventuellement de devenir sapeur-pompier professionnel. Merci. Je vous en prie. Quand la victime a été sortie, vraiment on peut la transporter jusqu'à l'hôpital. Ça vous fait quoi de voir cet accident ici à Caudry? Je sais pas. C'est violent. Ça montre ce que les pompiers vivent au quotidien, enfin tous les jours. Puis ouais, c'est violent. Ça vous fait quelque chose de voir ça quand même? Ça vous prend conscience? Ouais, ça me prend conscience des risques de prendre le volant quand on est... Ouais, ça fait réfléchir. Merci. Voilà, donc la démonstration est terminée. On va vous faire découvrir maintenant l'intérieur. Voilà, je vous rappelle que c'est au Val de Rio ici à Caudry, où vous pouvez venir voir pendant toutes ces journées. Avec une descente du Grimpe qui est là-bas en haut du Val de Rio. Attends, mais on va chercher Zachary.
Ça baisse fort. C'est chaud. T'étais à où toi? À Salem, j'ai fait Saint-Joseph. Et bah moi de base, je vais aller à Prévert. C'est une école privée. C'est une équipe départementale, hein. C'est pas une équipe pour recommander. L'ensemble des sapeurs-pompiers qui composent cette équipe est réparti sur l'ensemble du département afin d'assurer une garde journalière pour ce genre d'intervention. L'équipe intervient également sur tout ce qui va être menaçant, notamment lors des tempêtes, utiliser les matériaux au niveau des églises et des travaux. Vous voyez, la civière a été mise en place et la descente de la petite pour commencer. Les sapeurs-pompiers du secours en milieu périlleux sont sollicités par leurs collègues lorsque les dispositions techniques sont un peu trop compliquées afin de pouvoir trouver une solution à apporter aux collègues. Donc là, la victime va arriver au niveau du combat. Et on va poursuivre la descente ici à partir du point bas. Là, les collègues donc là, voilà, donc les pieds sont au sol. On va détendre doucement les cartes de tête. Afin de ramener les victimes au niveau du sol. Voilà, le sauvetage est terminé, la victime est au sol. La mission est terminée. Parce que t'as plus le coefficient de... Le grimpe, c'est quoi alors? Le grimpe, donc maintenant ça s'appelle plus grimpe, ça s'appelle unité de secours en milieu périlleux. Donc c'est une unité qui intervient lorsque les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inefficaces ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison de la hauteur ou de la profondeur ou des difficultés techniques qu'on va pouvoir rencontrer lors des interventions. Donc c'est une unité qui est composée de 70 sapeurs-pompiers répartis sur l'ensemble du département du Nord, avec des chefs d'unité et des équipiers. Donc l'unité, quand elle se déplace, elle se compose d'un chef d'unité et de 4 équipiers
et elle est capable de mettre en œuvre des techniques de corde sans limite de hauteur ou de profondeur pour pouvoir participer à l'évacuation d'une victime, à des sauvetages ou alors également à la mise en place de sécurisation pour des matériaux lors des tempêtes, etc. Comment ça se passe le recrutement chez vous, de votre côté? Alors au niveau, tous les sapeurs-pompiers qui font partie de l'équipe Grimpe sont des sapeurs-pompiers classiques entre guillemets, donc ils interviennent dans leur centre de secours tous les jours de manière normale, quoi. Et ils ont en plus cette spécification, donc elle s'acquiert lors d'un stage d'une durée de 15 jours qui se déroule au niveau de l'école d'application de la sécurité civile. Donc ça se passe ou à Florac en Lozère ou à Valabre. Donc dans le 13, et ce stage permet d'acquérir toutes les techniques que vous avez vues, dont une partie ici pour atteindre le niveau demandé qui est assez exigeant. Vous montez très haut ou comment ça se passe? Alors on n'a pas de limite de hauteur, comme je vous l'expliquais, les cordes certes sont limitées, mais on peut toujours par des systèmes de rallonge, on n'a pas de limite de hauteur ni de profondeur lors des interventions. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement forcément des questions de grande hauteur, c'est aussi un aspect technique. On peut aussi intervenir sur des personnes qu'on appelle de forte corpulence, où les moyens traditionnels ne sont pas adaptés, les sapeurs-pompiers, et on peut très bien être sollicité pour descendre une personne du premier étage d'une habitation, même si ce n'est pas très haut, mais c'est surtout la partie technique qui permet de pallier à ça. Je suppose qu'il ne faut pas avoir le vertige. Ah non, il ne faut pas avoir le vertige, non. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonne journée, bonne continuation. Voilà, donc n'hésitez pas. On va aller voir le camion Devenez gendarme ici, toujours au Val de Rio. On va essayer d'avoir quelqu'un là, qui est en train d'expliquer. C'est toujours la rencontre sécurité intérieure ici au Val de Rio, à Caudry. N'hésitez pas à venir voir ici.
Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, fut un temps où on faisait ce qu'on appelle une enquête d'environnement et on voyait aussi l'environnement familial. Aujourd'hui, moi je trouve, et c'est normal puisque c'est la logique aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable de ça. Donc en fait, c'est ce qui vous concerne. Si vous êtes, je veux dire, dans le cadre d'une procédure, là c'est vous, là d'accord. Pour les autres, non. Ce qui peut se présenter, c'est important aussi, c'est des fois on va vous, ce qu'on appelle une exclusion d'affectation. On va préférer vous mettre, c'est normal, parce que si, imaginons, je sais pas, votre frère a commis, je veux dire, un crime sur le secteur, si vous êtes gendarme dans la même brigade, ça me paraît un peu compliqué. Donc en fait, c'est simplement pour le confort du militaire, eh bien, ce qu'on va faire, c'est une exclusion d'affectation. Donc vous ne serez pas sur le secteur. Voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui. Alors, le logement, alors c'est une question aussi intéressante. On a soit le logement ou l'hébergement. D'ailleurs, en qualité de gendarme volontaire, vous êtes hébergé. C'est-à-dire que l'hébergement chez le gendarme se doit d'être disponible H24. On a une amplitude horaire qui est assez conséquente et c'est pourquoi on va résider sur place. Alors, le gendarme volontaire, c'est uniquement pour l'intérêt des gens, d'accord? Parce que, je vais dire, lui, alors on ne peut pas amener la copine, le copain. C'est ce qui fait aussi la volonté de notre métier, les chiens, le chat, le cheval, certains. Non, en unité gendarmerie, on ne va pas accepter de ça. Simplement, quand vous êtes sans chambre d'officier, et bien là, vous aurez un logement concédé par le système de service. Donc là, vous pouvez amener votre fille et le vivre en famille sur place. C'est important aussi par rapport à cette question, c'est qu'en qualité de militaire, ce qu'on s'impose, ça veut dire que vous résidez en caserne, et bien on l'imposera aussi à terme à sa famille. Et tout le monde doit respecter le règlement. En interne, moi je vois, c'est telle personne doit venir, oui, on doit montrer une pièce d'identité, il doit se garer à tel endroit, et c'est comme ça. Parce qu'il y a cette rigueur militaire qui sont là pendant le départ de la sécurité. Ça va? C'est clair? Ouais. Alors n'hésitez pas, oui. Alors j'aurais tendance à dire que ça se passe bien. Hein? Alors ça se passe comment? J'ai retrouvé bien pareil, c'est un statut différent, puisque là, normalement, pour accéder, je vais dire, au concours externe de sous-officier, là on... Alors on va vous faire découvrir dans quelques instants les autres stands. On va essayer d'avoir quelqu'un quand même. Alors il y a beaucoup de questions de poser et c'est pour cette raison que... Alors bonjour, devenir gendarme, c'est quoi? C'est comment? Alors pour devenir gendarme, il y a, tout d'abord il y a plusieurs statuts chez nous pour être gendarme. Donc les 3 statuts principaux, donc le premier statut c'est gendarme adjoint volontaire, le deuxième statut c'est sous-officier et enfin le statut le plus élevé c'est officier de gendarmerie. Donc nous, en gendarmerie, on recrute à peu près, au niveau national, 10 000 postes par an à pourvoir. Donc avec ou sans diplôme. Donc par rapport au statut là, que je viens de vous citer, donc, le gendarme adjoint volontaire, il va pouvoir candidater sans être titulaire d'un diplôme. Donc les conditions générales, c'est d'avoir 17 ans, être de nationalité française, avoir effectué sa journée défense et citoyenneté, être en bonne santé et être de bonne moralité. Voilà. À partir de là, c'est un recrutement permanent qui se fait toute l'année. Donc le candidat, une fois qu'il a passé les épreuves et réussi les épreuves, il partira en école de gendarme adjoint volontaire pour être après affecté en unité opérationnelle. Donc ça, c'est le statut de gendarme adjoint volontaire. Le statut de sous-officier. Donc là, minimum, il faut avoir 18 ans et être titulaire du baccalauréat, qu'il soit général ou technologique. Il va pouvoir postuler sur ce concours. C'est un concours par an. Donc les inscriptions souvent se font entre mars et le mois de mai pour passer les premières épreuves, les épreuves écrites au mois de septembre. Donc ce sont des épreuves qui se déroulent à Villepinte, en région parisienne. Et à l'issue de ça, celui qui réussit les épreuves écrites est convoqué dans un centre de sélection, le plus proche de chez lui, où il va passer donc une épreuve de sport, un entretien avec un psychologue et un entretien avec un jury composé d'un sous-officier et un officier.
Il réussit donc ce concours, il part ensuite en école de sous-officier de gendarmerie pour une durée de 8 à 10 mois. Exceptionnellement cette année, il y a même un deuxième concours qui s'est ouvert. Donc actuellement, il est possible de s'inscrire sur ce concours sous-officier jusqu'au 31 décembre de cette année, pour le passer les épreuves le 14 mars. Voilà pour le statut de sous-officier. Et enfin le statut d'officier. Ouais. Là actuellement justement la période d'inscription est ouverte. Il faut minimum le bac plus 5. Donc Master 2, et il y a différentes épreuves à passer. Hein. Et puis le candidat qui réussira ces épreuves partira pour une formation de 2 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Ouais. Donc là c'est ouvert aux universitaires, aux scientifiques, enfin il y a différents concours, justement pour avoir toute cette liste de concours, j'invite un candidat à aller sur le site de la gendarmerie recrute. Voilà. Il va sur Google, il tape la gendarmerie recrute et il va pouvoir consulter tous ces statuts et pouvoir également s'inscrire en ligne. Il faut avoir un dossier clean, il ne faut pas avoir fait, un vol ou des choses comme ça. Oui, effectivement, ouais, c'est ce que je vous disais en introduction. Il ne faut quand même pas avoir d'antécédents judiciaires. Ouais. Donc on peut avoir commis effectivement des petites infractions, mais à partir du moment où elles ne sont pas mentionnées au casier judiciaire, ouais, notamment par exemple des fois quand on a été mineur, les condamnations sont effacées, il est tout à fait possible du coup de candidater pour une carrière en gendarmerie. Mais ça après de toute façon il y a une enquête qui est faite pour voir si justement le candidat n'est pas connu de la justice défavorablement. Et si ce n'est pas le cas, donc il n'y a aucun souci, il peut candidater pour rentrer chez nous. Que ce soit motorisé ou que ce soit... C'est pareil, c'est le même principe ou c'est différent ? Alors oui, c'est une bonne question. Ouais, donc chez nous, il existe plus d'une centaine de spécialités. Donc, comme vous avez cité, ça peut être motocycliste, ça peut, comme on peut voir aujourd'hui le pilote de véhicule rapide d'intervention, des gendarmes mobiles, l'équipe cynophile. En fait, ils ont tous au moins passé le concours sous-officier et fait la même formation de 8 à 10 mois, donc en école. Et c'est une fois après qu'ils sont affectés en unité où on peut choisir de se spécialiser ou de passer une technicité, comme là en l'occurrence les motocyclistes. Ouais. Donc en interne, on choisit ensuite sa spécialité. Donc quelqu'un qui a réussi le concours sous-officier, qui est en unité, une fois qu'il se retrouve en unité opérationnelle, il va voir son chef de service et par exemple il dit moi dès qu'il y a un appel à volontaire pour être motocycliste, j'aimerais me positionner dessus et à partir de là il sera testé, voir s'il a les compétences par exemple pour être motard et s'il réussit les tests, après il partira en formation, donc l'école des motocyclistes donc en gendarmerie est à Fontainebleau et il part pour une formation de 3 mois. Et ça c'est valable pour tous les technicité. Ce fonctionnement, c'est une fois qu'on est en interne, qu'on est devenu sous-officier, qu'on peut se spécialiser. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, à votre service. Donc voilà, nous sommes du CIRT de Lille, donc n'hésitez pas donc, à nous appeler ou à venir nous voir, nous vous recevrons avec plaisir. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Voilà, alors n'hésitez pas à venir ici au Val de Rio. On va aller continuer un petit peu, vous faire découvrir justement ici, au Val de Rio, toutes les spécialités qu'il y a ici. Et là, on va aller voir la police municipale de Caudry. Alors bonjour, c'est quoi la police municipale justement? Bonjour, alors la police municipale, donc en fait nous on est la police municipale de Caudry, donc on est venu présenter un peu le matériel, nos différentes missions, renseigner les jeunes sur comment rentrer dans la police municipale, les carrières possibles au niveau de la police, et puis donc nos différentes missions spécifiques à la commune de Caudry, donc à savoir les contrôles logement, la capture d'animaux, le contrôle routier aussi, donc on a ramené le matériel de contrôle vitesse,
le matériel qui nous permet de faire les contrôles de décence dans les logements, qui est une mission spécifique à certaines communes, dont Caudry fait partie. Le matériel concernant donc, les contrôles pour le bruit, qui peut servir aussi bien en routier que pour les bruits de chantier, bruit d'un bar qui fait trop de bruit, qui met la musique trop fort. Si on a des plaintes, on a le matériel qui permet de mesurer. Et donc ça c'est le matériel pour la capture d'animaux, en général pour les chiens errants, qui nous sert régulièrement pour des chiens errants. On a une convention donc, avec la SDA qui nous permet de remettre les chiens errants à la SDA qui s'occupe de la procédure voilà, qui suit. Vous aussi, vous faites les contrôles d'alcool et des... Alors, contrôle d'alcoolémie, nous on va le faire dans le sens où on va faire du contrôle vitesse. Et ça nous permet, quand on va relever une vitesse, une infraction à la vitesse, ça nous permet de faire un contrôle d'alcoolémie. Oui, on est habilité à faire un contrôle d'alcoolémie, oui. Justement, vous nous avez parlé que comment rentrer dans la police municipale. Alors comment on rentre justement? Alors c'est un concours, en fait, c'est un concours de catégorie C. Donc il faut s'inscrire à un concours. Une fois que vous obtenez le concours, vous avez une période de 3 ans pour trouver une commune qui vous embauche. Voilà. Et ensuite vous intégrez la commune en tant que stagiaire et vous êtes titularisé au bout d'1 an si ça se passe bien. Après police municipale, vous pouvez passer en police nationale ou non? Non, c'est deux entités différentes en fait. Nous, la police municipale, en fait, on dépend de la commune. La police nationale, eux, ils vont dépendre de l'État. D'accord, eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc on va continuer à vous faire découvrir et on va continuer justement à aller au peloton motorisé où là il y a beaucoup de monde. Vous pouvez voir... Alors vous voyez, en plus on essaye. C'est pas fait pour ça. On est bien sympa, on vous laisse monter dessus, mais normalement on fait pas des conneries. Qui c'est qui veut monter là? J'appelle deux là. Ah, tu veux monter? D'accord. Nous on est déjà monté. Ils sont déjà montés. Alors c'est quoi le peloton de gendarmerie justement? Le peloton motorisé de gendarmerie de Cambrai. Donc en fait notre activité principale c'est la sécurité routière. D'accord. La lutte contre l'insécurité routière, donc les vitesses, alcoolémie et conduite sous stupéfiants. C'est quoi la différence entre vos collègues gendarmes qui sont eux pas motorisés? D'accord. Alors la différence en fait principale c'est que dans les brigades de gendarmerie classiques, on va rester classique on va dire, ils font un peu de mission de police route, sauf que eux ils sont beaucoup appelés sur des vifs, des cambriolages, etc. La vie courante de tous les jours. Nous on est vraiment une unité de sécurité routière où on est spécialisé vraiment donc, sur la circulation pour éviter les accidents. Donc la présence sur la route au maximum et d'effectuer des contrôles d'alcoolémie, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vitesse, l'alcoolémie et les stupéfiants, et les conduites, téléphone, etc., qui peuvent amener des accidents. Vous êtes fixe ou vous pouvez arrêter justement quelqu'un qui roule et qui a fait une infraction? Non, nous on peut, en roulant également, on a des véhicules banalisés, des véhicules sérigraphiés, des motocyclettes sérigraphiées et même des motos banalisées. On peut également, en roulant dans le flux de circulation, arrêter des véhicules qui commettent des infractions sur la route. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Donc vous voyez tout cet événement ici. Si un motard venait à chuter, ce système se déclenche automatiquement, ça gonfle le manteau et on est protégé. Toute la partie dorsale, le rachis est protégé en cas de chute. Tout le dos, on a même derrière la nuque, on a un boudin qui se gonfle, histoire de protéger en fait un maximum le tronc et les parties vitales. C'est un système qu'on